Alors, entre autres, nous pouvons dire que la reprise a été effective dans ce complexe, puisque nous sommes à un complexe ici, dans un complexe à 4 groupes. Le 5e groupe est en cours de création, puisque nous avons des effectifs écrasants, effectifs pléthoriques dans notre complexe ici. Donc la reprise, ça se passe très bien. Les enfants sont déjà dans des conditions de travail. C'est vrai, ces conditions, nous attendons l'amélioration. Vous voyez, donc il y a les toitures qu'il faut revoir, les salles de classe qu'il faut revoir. Nous sommes là, les enfants sont bien encadrés, les enseignants sont présents dans les classes et tout se passe très bien. Les activités pédagogiques prévues pour cette journée se déroule très bien. Nous sommes déjà aux heures de mathématiques, ça se passe déjà dans les classes. Il faut avouer qu'à cette reprise, certains enfants ne sont pas encore présents pour des raisons de maladie, mais nous sommes sûrs que d'ici à là, ils vont rejoindre les classes. Après ce repos mérité d'une semaine, très tôt le matin, déjà dès 7 heures, les enfants, que ce soit apprenants, enseignants et directeurs ont repris le chemin de l'école. C'est quoi qu'après le chemin des couleurs, les activités ont commencé dans toutes les classes. Concernant les enfants, je crois que comme vous pouvez le constater, ils sont en pleine forme, ils sont contents de reprendre les cours. Cette matinée, sinon c'est les activités de français selon l'agenda, sinon ce qui est prévu au cahier journal de chaque enseignant. Et je pense que c'est ça qui est en train d'être déroulé ce matin. Et à 10 h maintenant, c'est l'heure de mathématiques. Presque dans toutes les classes, c'est les mathématiques qui se font. Bon, le matin très tôt, par exemple, ce matin, après le cérémonial des couleurs, nous avons fait la leçon de morale. Et après la leçon de morale, nous avons fait le français et la conjugaison sur les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Et après ça, nous avons fait l'évaluation dans le cahier de devoirs. Donc actuellement, c'est l'heure de la mathématique. Nous sommes actuellement dans le second trimestre et nous sommes en train d'aborder le dernier virage de ce second trimestre. Bientôt, nous allons faire la deuxième évaluation de fin de trimestre. Mes conseils à l'endroit des élèves, c'est de leur dire de ne pas négliger les cahiers, c'est de redoubler d'efforts et de chercher à mieux apprendre les leçons au jour le jour et faire beaucoup d'exercices. Puisque c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on ne reste pas bras ballants. Nous voudrions toujours leur demander de continuer à apprendre leurs leçons. Nous leur demandons également de faire davantage les exercices parce que c'est en s'exerçant qu'ils peuvent vraiment réussir et travailler dans les évaluations ou les épreuves à divers examens qui leur seront administrés. Donc il faut que ces apprenants prennent conscience et dans le même temps, nous demandons aux parents d'élèves d'accompagner les enfants à la maison. Parce que nous sommes à une période sensible où la maladie sévit. Les enfants, tantôt c'est le vomissement, tantôt c'est la fièvre, ainsi de suite. Donc que les parents prennent soin des enfants, la santé des enfants, ça nous préoccupe. Et qu'à la maison, qu'on se préoccupe de leur étude. Est-ce qu'arrivé à la maison, on a pris soin de voir si l'enfant a pris son cahier pour réviser, pour faire des exercices? Est-ce que les devoirs de maison qui ont été donnés ont été effectués avant que l'enfant ne passe à table au dîner? Le Bénin tient à saluer les progrès accomplis en vue de l'entrée en vigueur effective de l'accord sur les subventions à la pêche adopté lors de la CM12 et de sa nécessaire évolution vers un accord complet dans le cadre des négociations en cours sur les questions en instance. Se féliciter, en tant que pays co-auteur de cette initiative, de l'aboutissement des négociations concernant l'accord sur la facilitation de l'investissement pour le développement, dont l'adoption effective au cours de cette conférence ministérielle et l'incorporation souhaitée dans l'accord de Marrakech permettront d'assurer une plus grande participation des PED aux flux mondiaux des investissements directs étrangers. S'associer pleinement
au projet de déclaration ministérielle proposé par la Chine et un groupe de pays sur le renforcement de la coopération en matière de réglementation en vue de réduire les obstacles techniques au commerce. Féliciter la directrice générale pour le lancement avec la Banque mondiale de l'initiative Digital Trade in Africa, destinée à soutenir le développement du commerce électronique en Afrique, et la signature avec la FIFA du mémorandum d'accord visant à soutenir, entre autres, le développement des chaînes de valeur du coton dans les pays du C4. Le Bénin exhorte tous les membres de l'OMC à soutenir le projet de décision ministérielle sur le coton soumis par le C4 et au-delà, à soutenir dans le sillage du partenariat OMC-FIFA précité les initiatives nationales d'industrialisation à l'œuvre, telle la zone économique spéciale de Glodjibé, lancée par le gouvernement béninois pour promouvoir et accélérer la transformation locale du coton dans le cadre d'une chaîne de valeur complète et intégrée. Nous étions le 26 juillet 2023, un jour ordinaire comme les autres, quand survint un coup d'État orchestré par l'armée nigérienne, affirmant avoir renversé le président Bazoum. Il s'agissait du 3e coup d'État dans le pays depuis 2020, un coup d'État qui survint après ceux perpétrés au Burkina Faso et au Mali. Les putschistes ont justifié ce coup d'État par la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Ainsi, les frontières terrestres et aériennes sont fermées avec l'instauration d'un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. Déclaration du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, le mercredi 26 juillet 2023, les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la 7e République. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Mes chers compatriotes, s'agissant de la question sécuritaire, j'aimerais d'emblée dire qu'il y a le discours politicien sur la situation sécuritaire relayé par certains milieux politiques au niveau national et international et qui voudraient que tout se passe bien et sous contrôle. Il y a cependant la dure réalité de l'insécurité au Niger, telle qu'elle est vécue par nos forces de défense et nos laborieuses populations, avec son lot de morts, de déplacés, d'humiliations et de frustration. Un coup d'État que la CEDEAO va qualifier d'inacceptable et va prendre alors des mesures pour sanctionner ce putsch orchestré par le général Tchiani. Une sanction qui n'est pas restée sans conséquences, surtout sur le plan économique. L'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables. Honnêtement, nous sommes tous malheureux, tant nos clients que nous-mêmes. Les fournisseurs ne sont pas contents et tant que nous ne recevons pas de commandes, ils ne font pas de bénéfices. Donc nous sommes tous perdants. Je suis sûr que nous pouvons survivre sans le Niger, mais nous nous en sortons mieux avec. Aucune entreprise n'aimerait perdre 30% de sa clientèle. C'est énorme. Absolument, c'est quelque chose que vous n'aimeriez pas perdre.
Nous souffrons actuellement. Tout notre peuple souffre parce que la frontière a été fermée. Les Nigériens venaient ici pour acheter chez nous. Nous allions au Niger pour faire des achats. Donc, nous nous entraidions tout le temps. Sensibles à cette crise qui ne touche pas seulement le Niger, les membres de l'organisation de la CEDEAO, avec en leur tête les chefs d'État, se sont rendus à un sommet extraordinaire à Abuja afin de s'accorder sur la levée de sanctions contre le Niger. L'autorité a décidé de lever, avec effet immédiat, les sanctions suivantes imposées à la République du Niger. En premier, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de la CEDEAO va cesser. Pour l'heure, le Niger ne se considère plus comme membre de la CEDEAO. Il affirme alors son adhésion à l'AES, nouvelle organisation composée de 3 pays du Sahel qui sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Toutefois, Omar Aliou Touré, au nom de la CEDEAO, lance un appel à ces 3 États du Sahel de reconsidérer leur décision. Depuis le samedi 24 février 2024, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, lève des sanctions officielles et économiques contre le Niger, après la prise du pouvoir par le général Abdourahmane Tchiani. Une décision prise au cours du sommet extraordinaire de la CEDEAO, tenu ce même jour à Abuja. À Cotonou, des citoyens béninois accueillent à cœur joie cette décision de la CEDEAO. Mes impressions sont les bienvenues parce que le Niger, le Bénin, c'est des pays frères. C'est sentiment de joie, des pays frères parce que ce que vivent le Bénin aujourd'hui et ce que vivent le Bénin aujourd'hui et ce que vivent le Niger aujourd'hui, c'est autre chose. Et quand les éléphants se battent là, c'est les zèbres qui souffrent. C'est la population nigérienne qui souffre. C'est la population béninoise qui souffre. Et cette levée de sanctions contre ces pays, dont le Niger, est la bienvenue. Et en tant que citoyen d'un pays, membre de la CEDEAO, je ne peux que saluer cette décision. Le Niger s'est retiré de la CEDEAO, est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui que la CEDEAO lève la sanction contre le Niger, ils n'ont rien fait. Et d'ailleurs, cette institution-là dépend de la France. Et c'est les décisions de la France qui passent à cette institution-là. Est-ce que vous voyez? Et tant que les pays africains ne vont pas se libérer vis-à-vis de la France, nous allons toujours souffrir. Par rapport à la position du Niger qui maintient ses frontières fermées jusqu'à l'heure où nous parlons, je pense que la décision n'a été prise qu'hier et ça ne fait qu'à peine une journée. Et donc nous allons attendre et constater quelle va être l'attitude de réaction des nouvelles autorités. Cependant, on peut comprendre leur position en ce sens où il y a quelques jours, ils ont annoncé leur sortie des États de la CEDEAO. Par conséquent, ils ne se sentent plus obligés d'appliquer une décision venant de la CEDEAO. En son temps, tous les pays de la CEDEAO étaient contre le Niger parce que le Niger a fait un coup d'État. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le Niger est resté ferme sur sa position, c'est normal. C'est normal à partir du moment où ils se sont retirés de la CEDEAO déjà. Selon ce que nous, on a appris, le Niger, le Mali et le Burkina se sont retirés de la CEDEAO. Ils sont libres d'ouvrir leurs frontières comme ils peuvent ne pas ouvrir la frontière. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont plus rien à gagner de la CEDEAO. J'ai vu aujourd'hui Niger en position de force. Si Niger veut créer des problèmes au Bénin, il va créer des problèmes au Bénin. Il faut analyser les choses à court terme et à long terme. À long terme, le Bénin aura des problèmes. Sérieusement, ce n'est pas ce qu'on dit. Le Bénin aura des problèmes sérieusement sur le plan économique. Parce que voilà le port. Le Burkina est parti. Le Niger est parti. Mali est parti. Je ne sais pas si Mali prend par ici, mais le Burkina et le Niger, c'est autre chose. Je trouve que l'heure est venue où la CEDEAO doit retoiletter ses tests. Le problème ou l'impasse dans lequel nous sommes aujourd'hui vient simplement de l'application d'un test de la CEDEAO
par rapport à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire il est dit que tout État membre de la CEDEAO devrait avoir ses dirigeants au plus haut sommet élus. Mais il s'est fait que dans certains États de la CEDEAO, on a constaté l'installation de nouvelles autorités qui n'a pas suivi ce test ou cette règle. Donc la CEDEAO était dans sa ligne droite d'appliquer les sanctions relatives. Les États membres aussi sont dans leur ligne droite parce que chaque État ne saurait que justifier ce qui se passe dans son pays. Du moment où toutes ces nouvelles autorités ont jugé légale leur accession au pouvoir par la force et l'ont pris comme un devoir et une réponse du peuple. Par conséquent, je pense que des décisions de sanctions devraient être revues parce que le contexte dans lequel nous sommes ici, dans ces États où nous avions constaté ces coups d'État, le peuple a semblé avoir salué cela. Les élections présidentielles au Sénégal auront lieu avant le début de la saison des pluies, vers juillet. C'est ce qu'a annoncé lundi le président Macky Sall. C'était à l'occasion du dialogue national à Dakar. Le président sénégalais a promis quitter ses fonctions avant la fin de son mandat en avril. Il promet. Je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi, en Conseil des ministres, d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Les 16 candidats d'opposition boycottent, mais Alioune Sarr, dont la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel, lui a effectué le déplacement. Je suis venu comme un citoyen libre, mais un citoyen également qui est héritier d'une histoire politique, celle du Sénégal, qui est jalonnée de dialogues nationaux. Le plus illustre, on va dire, c'est 1993 qui nous a valu ce code consensuel qui nous a permis d'avoir 4 alternances au Sénégal. Donc je crois que c'est une méthode qui marche. Et ces échanges semblent convaincre certains élus de la sincérité du président sortant qui promet ne pas se représenter. La responsabilité du président de la République est d'appeler la famille sénégalaise autour de la table pour discuter. Ceci est d'autant plus pertinent que lui-même ne sera pas acteur dans le processus électoral. Il n'est pas candidat à sa propre succession. Le dialogue national est censé aboutir à une nouvelle date des élections prochaines au Sénégal. Ce lundi 26 février 2024, à Ouagadougou, a débuté la 7e session ordinaire du comité régional de pilotage du projet Suède. Les coordinateurs des pays participant au projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel se sont réunis en amont pour préparer la réunion du comité prévue jeudi au Burkina Faso. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question du maintien des filles à l'école et réduire au minimum le décrochage scolaire. Donc il y a une étude qui a été conduite et qui montre quand même certaines limites. Et nous voudrions donc que le comité de pilotage prenne une recommandation forte envers tous les ministères de l'Éducation nationale et les familles et les communautés de leur pays. Le comité régional de pilotage du Suède doit ainsi trouver des mesures fermes qui permettront de résoudre cette problématique. Le Burkina Faso a réussi à mettre en œuvre la première phase du projet en vue de renforcer les compétences scolaires de plus de 430 000 jeunes filles. Je voudrais pour ceci, au titre de la composante 1, relative à la scolarisation des filles, mentionner que plus de 60 000 kits scolaires ont été acquis et mis à la disposition du ministère en charge de l'Éducation nationale, que près de 40 000 filles vulnérables ont bénéficié d'appuis spécifiques, des bourses scolaires, des appuis à l'hébergement, des subventions à la cantine scolaire. L'objectif de cette rencontre est de faire le bilan de la mise en œuvre du Suède en 2023, ainsi que de valider le plan de travail de 2024. Cette réunion sera l'occasion d'évoquer les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du projet.
L'Organisation mondiale du commerce a plaidé lundi pour une action collective face aux incertitudes économiques et des tensions géopolitiques. La directrice générale de l'OMC s'est exprimée lors de la biennale en cours aux Émirats arabes unis, sous la pression des puissances mondiales à l'aube d'élections cruciales à venir dans le monde. Ne prétendons pas que tout cela serait facile. Si nous pensions que le monde semblait difficile en mai 2022, alors que nous sortions lentement de la pandémie et que la guerre en Ukraine avait mis fin à la sécurité alimentaire et énergétique, la situation est encore plus difficile aujourd'hui. Il faut se pencher sur l'incertitude et l'instabilité partout. Les tensions géopolitiques se sont aggravées. Le conflit s'est propagé et comme nous le voyons, le Moyen-Orient est loin de faire les manchettes dans certaines parties de l'Afrique et du monde arabe. Nous ne devons pas oublier le conflit au Soudan, qui a déplacé près de 8 millions de personnes, ou encore le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Face à l'Assemblée, Ngozi Okonjo-Iweala est revenu sur les défis majeurs du moment. La hausse des prix des aliments, de l'énergie, des engrais et d'autres produits essentiels continue de peser sur le pouvoir d'achat des gens. Les perturbations dans les voies navigables vitales comme la mer Rouge et le canal de Panama, une nouvelle source de retard et de pressions inflationnistes, rappellent en temps réel les risques que pose le problème de sécurité et la crise climatique pour le commerce mondial et la production. La 13e conférence ministérielle de l'OMC se tient à Abu Dhabi jusqu'à jeudi. Cette semaine à Nairobi, au Kenya, se tient la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Ces pourparlers ont pour but de mettre en lumière les dangers qui menacent la planète dans son ensemble et de prendre des mesures préventives pour empêcher sa dégradation. L'UNEA 6 se déroulera jusqu'au vendredi 1er mars. Si nous polluons trop nos cours d'eau, si nous surpêchons dans nos océans ou si les plastiques se retrouvent dans les océans, même s'ils ne viennent peut-être pas du Kenya, ils pourraient assurément s'échouer sur les côtes kenyanes. Le fait est que la seule façon de résoudre certains de ces problèmes est de parler ensemble, et parler ensemble est la définition même du multilatéralisme. La plupart des discussions de l'UNEA 6 aborderont la manière dont la triple crise planétaire enracine la pauvreté et creuse le fossé entre les riches et les pauvres. Mais le principal point à l'ordre du jour est la façon dont le multilatéralisme peut contribuer à résoudre les problèmes liés au changement climatique, à la perte de biodiversité et à la pollution. Ce que nous devrions attendre de l'UNEA 6, ce sont des gens, des décideurs qui regardent vers l'horizon, qui sont conscients de ce qui nous attend, qui pourrait potentiellement endommager notre planète et qui prennent des mesures préventives pour éviter tout cela. Et en ce qui concerne les dommages qui sont déjà là, prendre des décisions contre ces dommages, de sorte que nous puissions vivre sur une planète durable et saine. Des dirigeants mondiaux et plus de 5000 représentants de gouvernements, de la société civile et du secteur privé sont attendus. L'UNEA est le principal organe décisionnel mondial en matière d'environnement. Il regroupe les 193 États membres des Nations Unies. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a inauguré dimanche la grande mosquée d'Alger. Symbole de la force et de la religiosité de l'État, ce projet a été marqué par des retards et des dépassements de coûts avant de voir le jour. Le temple est doté du plus haut minaret du monde, il mesure 265 mètres. Aujourd'hui, c'est la récompense d'immenses efforts de nos martyrs que représente ce lieu et aussi un enseignement pour nous guider vers le bien, le bon et la modération, sachant que l'Algérie est connue pour ses savants comme Abdelhamid Ben Badis et les oulémas musulmans qui ont tous œuvré pour la diffusion de l'islam et d'un islam modéré. La grande mosquée d'Alger possède une salle de prière pouvant accueillir 120 000 personnes. Sa particularité est d'avoir été conçue avec une vision moderne puisqu'elle comprend également une aire d'atterrissage pour hélicoptères et une bibliothèque pouvant accueillir 1 million de livres. La mosquée d'Alger est la 3e plus grande mosquée au monde en termes de taille et d'architecture et la plus grande en Afrique où nous nous trouvons. Elle sera, si Dieu le veut, le point de départ de cette nouvelle invitation à l'islam.
Ouverte aux touristes internationaux et aux visiteurs d'État en Algérie depuis environ 5 ans, la Grande Mosquée d'Alger a été officiellement inaugurée par une cérémonie afin d'ouvrir l'établissement au public à temps pour accueillir les prières nocturnes pendant le mois sacré musulman du Ramadan qui commence le mois prochain. Depuis sa fenêtre du Vatican dimanche, à l'occasion de la célébration de la prière hebdomadaire de l'Angélus, le pape François est face à une foule immense à la place Saint-Pierre, le temps d'une prière pour l'Afrique. Je suis préoccupé par l'augmentation de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Je m'associe à l'appel des évêques à prier pour la paix, espérant que cessent les combats et la recherche d'un dialogue sincère et constructif. Le souverain pontife s'est montré plutôt optimiste face à la situation au Nigeria, meurtri par des attaques répétées. Les événements de plus en plus fréquents au Nigeria sont une source de préoccupation. Ils expriment ma proximité au peuple nigérian et mes prières en espérant que des efforts seront faits pour limiter autant que possible la propagation de ces épisodes. Le pape avait annulé tous ses engagements publics la veille pour une légère grippe. Il garde espoir pour le continent noir.